Bonsoir notre cher invité. Bonsoir monsieur Abdourahmane Amadou. Bonsoir. Comment est-ce que vous allez ce soir? Oh, en forme. En forme, vous savez, je prépare bien toujours l'émission parce que c'est physique, donc je fais du sport. Ça fait 3 jours que je prépare l'émission pour ne pas dormir sur le plateau, donc voilà, je suis en forme. D'accord. Comment va votre famille et comment est-ce que vous avez célébré la fête du Ramadan qui s'est tenue il y a quelques jours? Sobrement, comme d'habitude, hein, vous savez, les vieux comme nous, c'est fini, on ne fait plus la fête et tout ça. J'étais très content de pouvoir prendre mon café le matin. Et puis, voilà, saluer la famille, surtout, je suis content, fier d'avoir respecté la prescription du Coran, comme je le disais sur ma page, selon aussi la sunna de notre prophète, donc ses habitudes, ses faits et gestes. J'ai essayé de faire le maximum possible pour coller à la tradition musulmane. Et après, on est fiers parce que c'est quand même des moments de privation. Vous non seulement vous ne mangez pas, mais vous ne pouvez pas dire n'importe quoi, penser n'importe quoi, regarder n'importe quoi. Donc, voilà. Justement, parlant de famille, vous êtes marié depuis 18 ans déjà. Voilà. À une femme que vous aimez beaucoup et que vous n'arrêtez pas d'exposer de façon fière sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, il y a une chose qui vous relie, que vous aimez beaucoup également, c'est le jour de votre naissance. Vous partagez le même jour que votre moitié, mais pas la même année. Qu'est-ce que vous ressentez pour ça? Ben, écoutez, elle n'aime pas être exposée, mais malgré elle, je dis bon, mais il y a des moments où je fais ça, ça crée un peu quelques remous, mais écoutez, oui, on est nés chacun. Le même jour. 5 septembre, elle là-bas à Mokolo, voilà, avec 4 ans d'écart, moi à Garoua, et bon, à Mokolo parce que son père était sous-préfet là-bas. Donc, voilà, et puis on s'est rencontrés à Yaoundé. Vous savez, c'est aussi ça, hein, les mystères de la vie. Et le jour où, quand je lui ai demandé ma date d'anniversaire, j'ai demandé sa date d'anniversaire, il m'a dit le 5 septembre. Je lui ai dit, mais c'est de la blague. Et il était obligé de sortir sa carte d'identité. Et effectivement, bon, on n'était pas encore mariés, hein, mais on était déjà très avancés et je n'avais pas demandé ça. Et c'est comme ça, et grâce à Dieu, on est toujours ensemble. Vous savez, le mariage, c'est pas facile, hein, c'est vraiment, on nous disait, c'est 3 choses, la patience et la patience. Alors là, et jusqu'à présent, on tient et on est fiers aussi de ça. Et vous êtes monogame pour un musulman? Oui, oui, moi, tout de suite, c'est ce que j'ai fait, mais écoutez, je respecte aussi ceux qui sont polygames. Vous savez, dans la vie, il y a des choix à faire. À un moment donné, vous faites un choix et vous l'assumez. Aujourd'hui, moi, je ne regrette pas d'avoir fait ce choix. Et de cette belle union, vous avez eu 3 enfants. Comment est-ce que vous faites pour être avec eux puisque vous voyagez beaucoup? Bon, je n'aime plus voyager, pas comme avant. Avant, j'entrais dans les avions, je m'amusais, mais aujourd'hui, j'ai peur d'entrer dans les avions parce que je me dis que ça risque de tomber. Et... Bon, c'est vrai, hein, moi j'ai justifié aussi depuis longtemps l'idée de la mort. Depuis que j'ai commencé à lire Amadou Hampâté-Bâ, j'avais 16 ans. Et alors j'ai appris à voyager avec mon linceul. Mais quand j'ai eu des enfants, quand même, ce n'était pas facile toujours, même aujourd'hui quand je prends un avion et même quand je suis en route, depuis que j'ai eu mon premier enfant, écoutez, j'ai toujours le pied sur le frein, je fais attention quand j'aperçois un enfant parce que élever un enfant, je pense que c'est quelque chose d'extrêmement difficile, c'est un défi permanent. Et je pense d'ailleurs que le premier service qu'un citoyen puisse rendre à son pays, c'est de bien encadrer ses enfants, de bien les éduquer. Et je pense que le premier, vraiment, c'est pas les impôts, c'est pas autre chose, mais éduquer les enfants, bien les encadrer et en faire des hommes, des citoyens dignes de ce nom. Voilà, ce n'est pas un secret pour nous sur le plateau, également pour vos fans et ceux qui vous suivent sur les réseaux sociaux et dans la vraie vie. Vous êtes un amoureux de sport. D'ailleurs, dans votre jeunesse, vous étiez très fort au football et également au basketball. La preuve, vous partiez le 2-8. Et vous étiez l'un des meilleurs de l'équipe de votre jeunesse. Comment est-ce que vous vivez encore ça? Fort, je ne sais pas, mais j'étais quand même pas mal. J'étais pas mal et bon,
Vous savez, hein, tous les enfants de cette époque-là jouaient au football. On passait tout nos temps libres. Hein. Moi, même si le maître de l'école coranique pouvait nous fouetter, mais on allait quand même toujours jouer. On revenait et on faisait face à la bastonnade et tout ça, parce que c'est des moments. C'est dommage qu'aujourd'hui on ne puisse plus avoir ça parce qu'il n'y a pas suffisamment d'espace vide. Et je pense que ça faisait partie aussi des projets qu'on avait pour la Fédération camerounaise de football, un projet très ambitieux au niveau de la CEFAC, et de pouvoir mettre à la disposition des jeunes des espaces, parce que nous on sait ce que ça nous a apporté. Et à ce moment-là, l'autre jour j'ai rencontré une des stars, hein, vraiment stars des interquartiers à Garoua. Il y avait un stade à la Croix-Rouge et c'était bondé de monde pendant les vacances, et il y avait des joueurs aujourd'hui, je pense qu'ils seraient tous professionnels en Europe. Et vous voyez le nombre, la quantité de joueurs qu'on avait il y a 40 ans, il y a 50 ans. Aujourd'hui, on n'en a plus. Hein. Vous avez très très peu. La population a été multipliée par 5 ou 6, mais proportionnellement, vous n'avez pas autant de talent qu'il y a 40 ans, qu'il y a 50 ans. Vous avez mis fin à votre carrière de footballeur amateur, sauf que le football, lui, ne vous a pas quitté. Si la régie peut me suivre avec une photo. Voilà. Vous êtes également un très bon joueur jusqu'à présent. Bon, vous pouvez nous situer cette photo, et je le lui ai dit, hein, j'ai voulu maîtriser le ballon. Je lui ai dit, si vous voulez vous débarrasser du ballon, vous jouez de la tête parfois, quand le ballon est en mouvement. Mais si vous voulez le maîtriser et en faire ce que vous voulez, soit c'est la poitrine, soit c'est le pied que vous mettez pour soutirer le ballon. Et là, c'était lors d'un match de la FIFA avec les dirigeants de la FIFA. À chaque fois qu'on a un séminaire de la FIFA, à ce moment-là, on avait toujours un match, et on faisait 2 camps. Et là, vous avez vu le coach Wansi Dominique qui est là. Malheureusement, vous n'avez pas des gens de la FIFA, mais c'était sur une phase de jeu. Beaucoup de gens étaient surpris. Je sais toucher à un ballon, je sais parler à un ballon, je sais faire beaucoup de choses avec un ballon. Même comme maintenant, il n'y a plus de souffle. Mais quand même, les gens pensent toujours qu'on n'a rien à faire. Non. Bon, c'est vrai, il y en a qui ont joué au football au niveau international. Ils en ont fait leur métier. Mais ça ne veut pas aussi dire que le football sur le terrain, on n'est pas étranger à ce football-là. Voilà. On va continuer notre petit jeu avec les images. Vous allez regarder les 2 images qui vont suivre et nous situer le contexte dans lequel elles ont été prises et surtout les relations que vous avez avec les personnes avec lesquelles vous êtes sur cette image. Image suivante, s'il vous plaît. Ah, ça, c'est à la Coupe du Monde 2002 au Japon. Alors, c'était un jour où c'était un peu free. On était dans le salon de l'hôtel et puis on s'est filmé. Donc là, c'est Magnan encore le coach beaucoup plus jeune. C'est vrai que moi-même, Donc 2002, Japon. Et quelles sont les relations que vous entretenez encore avec lui actuellement? Cordial. On a passé quelques temps sans se parler parce qu'il y a eu beaucoup de frictions à la Coupe du Monde 2010. Où moi, je n'étais pas d'accord avec certaines choses et on avait une délégation qui était divisée en 2. Et il était dans l'autre camp. Et bon, c'est pas qu'on ne se parlait pas, mais après, on s'est revus tout de suite. Et puis, voilà, vous ne pouvez pas marcher ensemble pendant plus d'une décennie et vous fâcher définitivement. Mais là, à chaque fois qu'on s'est vus, ça a toujours été, la dernière fois je pense c'était lors de la CAN avec mon épouse, il y a eu des photos, c'était vraiment très amusant. La dernière CAN en Côte d'Ivoire? La dernière CAN ici au Cameroun, pas en Côte d'Ivoire, non pas en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire il n'était pas accessible, il travaillait, donc moi j'évitais d'aller vers, d'aller au vestiaire? Non, je ne pouvais. Non, c'est pas. Je vais jamais dans les vestiaires. Quand j'étais à la fédération, oui. Après les matchs, on allait. Je me souviens encore à Abidjan 2005 quand on avait gagné, tout le monde était rentré dans les vestiaires parce que c'était fou. On était tous contents. Mais voilà. Mais depuis que je ne suis plus en responsabilité à la FECAFOOT, je ne peux pas me permettre d'entrer parce que les vestiaires, c'est l'intimité de l'équipe et vous ne pouvez pas. Même déjà étant à la FECAFOOT, c'était avec beaucoup de pudeur parce que dans les vestiaires, beaucoup de choses se passent dans les vestiaires. Vous savez, donc quand vous entrez là-bas, vous devez être capable de ne plus parler, de ne pas parler de ce que vous voyez là-dedans et
et aussi de ne pas indisposer les gens. Et qu'est-ce qui se passe dans les vestiaires sans être indiscret? Non, on ne parle pas des vestiaires. C'est secret, tabou. Oui, c'est secret. Et ceux qui font des vidéos des vestiaires, qui font des... Justement. Non, ils ne montrent pas communications tout. vestiaires. Ils ne montrent pas tout. Et puis voilà. les gens sont... là, ce n'est plus naturel. Les gens sont... quand il y a des caméras, les gens sont préparés. Ils ne se montrent pas tels qu'ils sont. Vous avez beaucoup de choses qui ne se passent pas, qui se passent hors caméra. Parfois, mais on dit à la caméra, écoutez, mettez-vous de côté. Ici, là, vous ne devez pas être là. D'accord. D'accord. Image suivante, s'il vous plaît. Voilà. Ça, c'était en Pologne en 2010. J'étais chef de la délégation du Cameroun. On devait jouer le match, un match amical contre la Pologne. Et lors des matchs d'entraînement, Samuel est arrivé en retard. On avait déjà, voilà, les entraînements avaient déjà commencé. Et puis c'était un beau souvenir parce que c'était Lato qui était président de la fédération polonaise et c'était quelqu'un dont j'avais les posters dans ma chambre quand j'étais gamin et le saluer comme ça, m'asseoir à côté de lui à la tribune officielle, c'était quelque chose donc c'est des bons souvenirs de mon passage à la FECAFOOT. Et quelles sont les relations que vous entretenez actuellement avec Samuel Eto'o? Avec Samuel Eto'o, les relations que vous entretenez? Simple. Il a perdu son papa, je l'ai appelé à ce moment-là pour lui présenter mes condoléances. Et là, je sais qu'il passe des moments assez douloureux et je compatis. Et voilà. Mais il peut arriver qu'on ne soit pas d'accord. Et là, c'est le cas pendant cette période-ci, parce qu'avant son élection, il est venu me voir à la maison. Après les élections, il est venu me voir à la maison. On s'est dit des choses qui n'ont pas été respectées. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est de ma faute? Est-ce que c'est de sa faute? Je pense que ce n'est pas le lieu ici pour étaler tout ça. Voilà. C'était sur les hommes, sur l'organisation, sur la structure. Je ne vais pas, à un moment donné, il y a eu des échanges. Mais moi, je lui ai donné ma vision des choses. Et puis, on était d'accord. Et après, on n'était plus d'accord. Et puis, c'est dommage. C'est que je vois à la fédération. Mais je pense que quelque part, dans son fort intérieur, il sait que j'avais raison. Il sait bien que... Il sait ce qu'on s'est dit. Et je pense que ce n'est pas quelqu'un qui oublie. Et dans son fort intérieur, malgré tout ce que disent ces gens, parce qu'un matin, des gens se sont levés et ils ont décrété que j'avais dit quelque part que Samuel n'allait jamais passer 2023 à la tête de la FECAFOOT et qu'on était en janvier 2024 et qu'ils avaient gagné et j'avais perdu. J'ai beau dire à ces gens-là, mais écoutez, moi je n'ai jamais dit ça. Mais ils ne font que continuer. Comme vous avez des trolls, des gens qui sont comme ça programmés aussi comme des machines, ils viennent répéter toujours la même chose. Je profite de cette occasion pour dire que moi je n'ai jamais dit nulle part que Samuel ne passerait pas l'année 2023, il n'arriverait pas à 2024 en tant que président de la FECAFOOT. Si quelqu'un a une déclaration comme ça, mais j'ai demandé, mais je n'ai jamais reçu de preuves disant cela. Mais on reste toujours des frères, comme on s'appelle, mais des frères qui sont en profond désaccord. D'accord. On vous surnomme, certaines personnes vous surnomment communément Tassiman. Est-ce que pour vous c'est un prénom mérité? Pour eux, vous allez très souvent au Tass pour des petits soucis. Beaucoup de gens le prennent comme... parfois, c'est des colibés pour certains. Mais moi, je prends ça comme... pour moi, c'est une marque d'honneur. Parce qu'aller au tribunal, ça veut dire que vous êtes à la poursuite, à la recherche de la justice. Moi, je peux vous dire qu'on a amené le TAS à modifier beaucoup de choses au niveau de son code, de son code de procédure. Et à un moment donné, le TAS a été obligé de nous voler. Ils nous ont volé au moins 3 fois. Le tribunal fédéral suisse, qui pour nous était gravé dans du marbre, nous a volé. Donc je le dis vraiment très clairement. Parce que là, même ceux qui sont censés avoir gagné nous ont dit non, ça ici là, vraiment, nous-mêmes on reconnaît que quand même. Vous comprenez? Donc voilà, mais on a poussé ces blancs-là, je m'exprime comme ça, au bout, pour montrer qu'en réalité ils nous donnent des leçons pour rien. C'est pas pour excuser les tripatouillages que les gens font ici. Mais on a pu les pousser
on a joué sur leur propre terrain, on a pris leur propre code, on a pris leur propre loi, leur propre règlement, que ce soit la FIFA, que ce soit le TASC, et on les a amenés à faire des choses qu'ils n'auraient pas dû en réalité faire et dont ils ne sont pas forcément fiers. Et moi, je pense qu'on a gagné. Si vous amenez quelqu'un de grand à s'asseoir par terre dans la boue, eh ben, écoutez, hein, moi, il n'y a pas meilleure victoire que ça. C'est super. Bon, étant donné que vous n'êtes plus très actif dans le domaine du football et que vous êtes maintenant plus un homme politique, ça veut dire que vous avez maintenant du temps pour retourner à l'une des choses que vous aimiez faire avant, c'est la lecture. Est-ce que vous relisez encore 5 livres par mois comme avant? Écoutez, avant je dormais dans les bibliothèques, mais aujourd'hui c'est pratiquement impossible. Pourquoi? C'est pratiquement impossible parce qu'il y a beaucoup de choses et j'ai mon boulot. Je travaille, je suis chef d'entreprise et puis aussi il y a tout ce qui tourne autour de l'actualité du Cameroun et puis du football aussi, parce que le football, moi je ne suis pas... attention, on est toujours au TAS, hein, on est toujours au TAS concernant l'actuel exécutif de la Fédération camerounaise de football. On a un dossier qui est en cours et pour arriver à ce niveau-là, c'est un parcours quand même de 6 mois, 5-6 mois. Un parcours intense hein, au niveau juridique, ainsi de suite. Et non, il n'y a pas assez de temps pour lire des livres, mais je les range, je les achète. Et à un moment donné, je dois pouvoir m'arrêter pour lire certains livres. Il y a des livres que je dois lire et je sais que j'ai beaucoup de retard, mais voilà, ça je ne peux pas faire autrement. Merci Haroun Nazira d'être passé par ici. On se retrouve dimanche prochain, certainement avec un autre client. Jean-Paul Tiengue va s'installer tout de suite après vous. Le temps de prendre dernière question de mes confrères sur le sujet réservé à la politique, le temps que M. Tiengue s'installe. Voilà, merci Abdourahmane. On ne vous a pas suffisamment entendu sur cette question d'alternance. Et j'aimerais revenir sur le contenu que vous proposez. Il y a d'abord eu cette première sortie où vous parliez de la stratégie du silence révolutionnaire. Là, c'était avant. Et peu de temps après, le même Abdourahmane revient pour parler cette fois-ci d'une alliance ou la seule alliance capable de conduire le Cameroun vers l'alternance. Donc, finalement, on ne vous comprend pas. Est-ce qu'Abdourahmane milite pour la stratégie du silence révolutionnaire ou Abdourahmane est preneur de ces alliances qu'on observe sur la scène politique camerounaise? Il y a deux choses. Le silence révolutionnaire, c'est parce qu'il faut savoir, hein, aujourd'hui, le système actuel a régenté tout, a caporalisé tout le monde. Je vous ai dit tout à l'heure, quand vous vous levez, soit on vous coupe les ressources, soit on vous met en prison. Ou bien moi, je suis déjà préparé à tout ça. Pour vous dire, hein, je me suis entraîné à être en prison dans ma tête. Et là, je suis prêt, par exemple. Parce que tout ce que je fais, je sais que d'un moment à l'autre, on peut me jeter en prison. Et je me suis entraîné pour ça. Dans ma tête, je me suis entraîné à vivre dans un espace réduit, à subir les humiliations, les odeurs. Je me suis imaginé en prison. De Jean-Marie Atanga-Mbara, oui, dans son livre d'ailleurs. Dans ma tête, je suis déjà prêt. Je sais que aujourd'hui, où j'étais en prison, vraiment, c'est comme si j'y étais déjà depuis un bon bout de temps. Parce que j'ai tout intégré et c'est un entraînement psychologique. Donc, pour la mort, on m'a déjà raté 2 fois. Vraiment, c'est la main de Dieu. Et donc, moi, en tant que croyant, je sais que si ce n'est pas votre jour, vous ne mourrez pas. Vraiment, la foi là, la foi décisive, c'était les moyens de l'État. Mais Dieu a permis que je ne meure pas ce jour-là. Vous comprenez? Donc, alors, je reviens sur vos 2 questions. Le silence révolutionnaire, c'est de dire aux Camerounais qu'attention, exprimer ce que vous pensez peut vous coûter cher. Moi, je comprends que des gens, des pères de famille qui risquent de perdre leur boulot, ceux qui gagnent un peu, leur gagne-pain, ainsi de suite, je leur dis, restez tranquilles, ne dites rien, allez vous inscrire, vous venez rester. Ce qui est important, c'est que on ne va pas mettre un policier derrière chaque électeur. Au moins ça, ils respectent ça. Quand des gens entrent dans l'isoloir, il y a des isoloirs. Jusqu'à présent, on ne nous a pas encore enlevé ça. Et les Camerounais ne nous a pas encore enlevé ça.
Vous comprenez? Donc quand vous êtes là, c'est vous et votre Dieu et votre conscience. Donc vous mettez le bulletin qu'il faut. Donc ça ne sert à rien de s'exposer sur les réseaux sociaux ou bien même de dire à votre voisin que vous n'êtes pas d'accord avec ce qui se passe dans le pays. Parce que les gens qui ont le plus besoin de changement sont au sein du RDPC parce que c'est les prisonniers du pouvoir. Parce que les obligés du pouvoir sont les prisonniers du pouvoir. Maintenant, j'ai parlé de cotisation électorale. Parce que tout le monde parle de l'élection présidentielle. Mais il ne faut pas oublier, selon le calendrier électoral, en attendant que le président de la République modifie ce calendrier en justifiant cela, en attendant qu'on ait l'avis motivé du président du Conseil constitutionnel, pour le moment, les élections législatives et municipales sont prévues pour le mois de février 2025. Et c'est ça, donc j'ai parlé d'une coalition. Oui, moins de 12 mois. Voilà, j'ai parlé d'une coalition au plan national. Ça, j'ai fait une publication sur ma page, je pense à la fin du mois de janvier, pour parler de cotisation électorale, en disant que bon, il faut qu'on peut réaliser l'alternance déjà à travers ces élections-là. On peut imposer la cohabitation au président Biya. Et dans ce cas-là, je pense que c'est à ça qu'il faut travailler. Et moi, je me suis engagé à mettre en place, à travailler dur. J'ai déjà obtenu l'accord de principe de certaines personnes. Et je vais aller vers là et je pense que on va, malheureusement, le PCRN a des difficultés et ce que je déplore, le jeune Cabral, mon petit frère Cabral, il m'avait désigné pour faire la médiation entre M. Kona et lui. Ce que j'avais pratiquement d'ailleurs réussi à faire jusqu'à ce qu'une main venue d'ailleurs vienne mettre fin à tout ça, parce que j'avais vraiment envoyé les gens à Douglas-Karaï là-bas dans le respect de la tradition pour aller parler en décembre. Hein. Et je continue de penser que ça fait beaucoup de mal à l'opposition. Et peut-être, j'espère que ce problème va trouver. Mais j'ai déjà parlé avec Cabral, il était d'accord que le PCRN fasse partie de cette coalition qui va vers la cotisation électorale. Je parlais avec la présidente de l'UPC, j'ai eu à exposer cela devant un ensemble de partis politiques. Et moi, je suis déterminé à faire ça parce qu'il faut nommer un autre Premier ministre l'année prochaine au Cameroun qui ne soit pas du RDPC. Et ça, nous devons le faire. Un nouveau Premier ministre qui soit d'une autre majorité. Et ça sera le début du changement. Et d'ailleurs, cette coalition aura pour première priorité, c'est d'empêcher que le calendrier électoral soit modifié, que le mandat des députés soit prorogé pour des raisons politiciennes. Le président peut gouverner par ordonnance s'il n'a pas la majorité. Mais il le fera, mais au Parlement, il y a la Constitution a prévu la motion de censure. On verra bien. S'il veut aller vers là, mais le pays sera ingouvernable. D'accord? Mais ce qu'on demande aux Camerounais, c'est de nous donner la majorité. S'il vous plaît, ce qu'on demande aux Camerounais, c'est de nous donner la majorité. C'est de nous donner la majorité pour mettre un Premier ministre à la tête du gouvernement camerounais, pour gouverner en réalité. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, avec ce qui se passe, c'est quelque chose qui est faisable, qui est Vous très pensez qu'il y aurait une remontada, l'opposition qui n'a pas de groupe parlementaire en ce moment à l'Assemblée, c'est-à-dire aucun parti de l'opposition n'a 15 députés ou 15 sénateurs. Et on va se retrouver à 100 à 90 députés au moins. Le jour où vous aurez des vraies élections, le jour où vous aurez des vraies élections, vous serez surpris, M. Tongué. Le jour où vous aurez des vraies élections transparentes, où les Camerounais vont se prononcer librement, vous serez surpris par les résultats. Finalement, est-ce que vous ne vous considérez pas comme un aventurier politique ? D'un coup, vous êtes pour une coalition, d'un autre coup, vous avez échangé avec l'ensemble des leaders politiques et vous pensez qu'il faut créer quelque chose de nouveau, c'est-à-dire porter un projet, une aspiration qui vient de vous. À 12 mois d'une élection présidentielle, que ce soit l'élection présidentielle qui est dans un an, que ce soit les municipales et les législatives, est-ce que vous pensez qu'il soit possible, Abdourahmane, à l'heure où vous êtes encore aux réflexions et autres, de renverser véritablement le régime de M. Paul Biya? Un an ou moins d'un an, comment vous comptez rendre ça possible? Et enfin, quand vous dites
Si ça ne marche pas comme vous voulez, le pays sera ingouvernable. Est-ce qu'en réalité, vous dites... Je n'ai pas dit ça. Je dis s'il y a une majorité à l'Assemblée, au Parlement, et que le président cherche à diriger par ordonnance... D'accord, la première question demeure. Est-ce que vous ne vous sentez pas dans la peau d'un aventurier politique? Pensez venir aujourd'hui, à 12 mois d'une élection présidentielle, 12 mois d'une élection municipale législative, vous n'avez aucun ancrage politique, vous n'avez aucune base nulle part, c'est maintenant que vous pensez coaliser. Que faisiez-vous pendant les 6 dernières années? J'étais dans le football, vous le savez. Mais maintenant, ce que je vous ai dit, la clé c'est quoi? Ce qui est de vraies élections. Que votre ami de l'ECAM commence d'abord par publier la liste électorale nationale. Respectez la loi, que le président de la République respecte le calendrier électoral, qui ne l'inverse pas pour des raisons politiciennes ou bien pour régler son compte à certaines personnes. Parce qu'à chaque fois que j'ai parlé de ça, les gens me disaient que oui, vous êtes avec le professeur Kamto. Je dis, mais ah bon? Mais oui. Donc, si respecter la Constitution profite au professeur Kamto, ça justifie donc qu'on viole la Constitution? Je suis désolé. Et je vous ai dit ici, une loi a été votée par le RDPC. Parce que mon problème, ce n'est même pas le président Biya. Hein. Parce que je parle du RDPC, parce que le président Biya est le candidat du RDPC. Et le RDPC pourrait mettre un autre candidat à la place du président Biya. Vous comprenez? Mais je vous dis, le RDPC... Enfin, s'il n'est plus président national. Non, même s'il est président, il peut décider... Il peut décider de ne plus être... Tout ça en un week-end, ça peut se faire. Hein. Lui parle des mois. En un week-end, l'échiquier... Tout peut être bouleversé complètement sans se... En tout cas, en 82, ça s'est passé en 4 jours. Voilà. Vous comprenez? Ouais, alors, ce que je peux vous dire, c'est que le RDPC, qui favorise la corruption, qui favorise le détournement des fonds, qui organise cela, vous comprenez? Parce que le RDPC, qui est majoritaire au Parlement, a initié une loi, la loi 03/2006 qui concerne l'application de l'article 66 de la Constitution. Vous pouvez imaginer que la Constitution dit en son article 66 que telle personne doivent absolument, avant leur prise de fonction et après leur départ de ces fonctions-là, doivent déclarer leurs biens. C'est une disposition impérative. On prend une loi d'application en 2006 et là, on prévoit un décret d'application dans cette loi-là. Et ça fait 18 ans. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, on utilise la loi pour violer la loi. Et politiquement, il y a des mots qu'on peut mettre là-dessus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Votre Eric Essoussé, en réalité, si en 2025, Abdourahmane, ça ne change pas, qu'est-ce que vous faites? Non, mais c'est aux Camerounais. Moi, je suis là pour informer les Camerounais. Les Camerounais, le jour où ils vont se lever, ça ne sera pas quelqu'un qui va leur demander de se lever. Vous appelez les Camerounais? Non, je ne les appelle pas à se lever. Je vous dis seulement. Les gens qui prétendent qu'ils peuvent demander aux Camerounais de se lever, il n'y a personne qui puisse demander aux Camerounais de se lever. Mais moi, je suis convaincu que le jour où les Camerounais seront suffisamment informés sur la nature du régime qui nous dirige, à ce moment-là, ils pourront plus facilement s'élever pour régler et reprendre la place Merci, qui leur revient. Je vous propose de suspendre l'interview et de prendre le duel tout de suite. Jean-Paul Tchengué, bien installé. Bonsoir, bienvenue dans l'arène. Bonsoir, Monsieur Tongue. Merci de m'avoir invité. C'est un grand honneur pour moi. Merci. Je propose de rentrer dans l'arène tout de suite dans quelques secondes. Vous avez 2 options. Vous pouvez faire des constats sur ce qui a été dit, faire des mises au point si vous estimez que c'est nécessaire, ou alors commencer par des questions tout de suite. Je rappelle que les questions électorales, c'est votre dada. Est-ce que c'est superfétatoire de le dire? Non. Vous avez travaillé à l'ECAM depuis la création, à peu près depuis le premier bureau avec Fonka Azou. Donc vous êtes un peu sachant de ces questions-là. On vous retrouve donc dans quelques secondes, petite respiration et tout de suite après.